Bonjour Eric. Tu as vu qu'hier, on a dû improviser une fausse équerre pour reporter les angles de coupe dans un contexte qui rendait la nôtre inadaptée. Bon, aujourd'hui, pour ton deuxième jour de stage, on va essayer d'être plus efficace. Bah, un boulon, écrou et vis, rondelle, et un pied à coulisse pour mesurer le diamètre, je veux dire, pardon. Donc, du coup, là, on est à 22. On va déligner une partie en bois qui fera 22. Ok, Et on arrondira avec la forme de la rondelle. d'accord. Le bois, la scie à format. Oh là là, attends, faut pas aller comme ça. T'as vu un peu la lame? Il faut mettre une protection Je crois qu'elle y était. indispensable. Et alors, pour éviter la poussière, on met le manchon d'aspiration. Ça, des outils comme ça, c'est hyper dangereux si on ne fait pas attention. Il faut toujours veiller à assurer les protections qui sont celles de la machine, hein, c'est livré avec. Et puis, quand on fait un travail avec des outils tranchants, que ce soit un cutter, une scie, la toupie, il faut toujours vérifier quelle est la position de la main par rapport au déplacement de l'objet et l'axe du tranchant. Si tu mets le doigt ici, tu coupes là, au moment où la pièce de bois va arriver au bout, là où il y a le tranchant, ton doigt il y passe. C'est d'ailleurs comme ça qu'on dit, ah ben un bon menuisier, il lui manque des doigts. C'est pas vrai. Un bon menuisier, il a tous ses doigts. Hein, parce que c'est avec les doigts qu'on travaille. Alors c'est vrai qu'autrefois, les machines, elles avaient des protections qui étaient moins efficaces que celles d'aujourd'hui. Mais il faut toujours penser à l'axe de collision entre l'objet, la main et le tranchant. Donc là, on va essayer de ne pas faire de bêtises. En tout cas, on a fait le nécessaire. Et puis, il y a aussi le poussoir qui va permettre, parce que là, on ne va pas être large, de pousser la pièce de bois sans y mettre les mains. Ok? On y va. T'es bien sûr que ta planchette, elle est bien rectifiée? Bah, un peu de jeu quand même. Oh là, oui. Mm. On ne peut pas utiliser, pour ça, un outil quand même de précision qu'on va faire et il faut quand même que ce soit propre. Donc on va la dégaucher. Le capot de protection, je ne sais pas où je l'ai rangé. Donc pour limiter le risque, j'ai diminué la largeur pour éviter que les doigts ne rentrent naturellement là-dedans. Et le piège, c'est aussi, les gants, c'est bien, c'est une protection, c'est une deuxième peau qui avertit si j'ai un danger. Mais il faut aussi faire attention parce qu'ils peuvent être pris par la machine. Et une fois dans la scie à ruban, j'ai un gant qui s'est pris là-dedans. Heureusement, la main n'y était pas. Mais je ne te dis pas dans quel déchet il était dans la machine. Il y en avait de tous les côtés. Heureusement, il n'y avait pas mes doigts. Commis un certain nombre de petites erreurs. Oh, mon chapeau. C'est pour l'image. Hein. Alors là, tu as commis un certain nombre de petites erreurs parce que tu sais pas, connais pas la machine, c'est normal. Donc, dans un premier temps, tu as appuyé trop loin et alors tu étais naturellement en porte-à-faux. Il fallait effectivement lever légèrement le capot pour que, à force de travailler, il est un petit peu usé, il ne lève pas tout seul. Après, tu as poussé avec ça, tu as trop serré, c'est pas la peine, parce que ça t'a freiné. Tu es obligé de faire un effort ici. Ensuite, tu as pris le poussoir, ça c'est bien, mais tu l'as pris ici. En fait, il faut le prendre là. L'outil, tous les outils, ils correspondent à un besoin et en relation avec son outil principal qui est la main. Donc tout outil a une ergonomie adapté à la main. Et quand tu vois cet outil-là, il a cet ergot ici qui est destiné à pousser, bien entendu,
Et puis il y a cette forme-là qui est destinée à la prise en main. Tu le prends ici, l'outil, il ne travaille pas. Et tu te retrouves là coincé, tu ne sais plus avancer. Tu le prends ici, l'outil, il a sa bonne position à la main et sa bonne position de travail. C'est-à-dire que quand tu vas avancer ici, quand tu arrives à cette position où tu n'es plus en porte-à-faux, tu vas prendre la pièce de bois et tu vas la pousser et tu vas la sortir de la lame. Toi, tu l'as arrêtée au milieu et la lame a fait le mouvement inverse. Elle a eu tendance à vouloir avaler la pièce de bois. Et si elle n'avait pas été bloquée par le guide, et puis parce que je l'ai arrêtée aussi, cette pièce de bois, elle partait comme une fusée, et elle était capable de briser la vitre de l'autre côté, et au passage de t'arracher un bon morceau de viande, et ça c'est très désagréable. Alors, l'erreur, la petite erreur que tu as commise, bon, c'est pas bien grave, mais la conséquence c'est que le bois, la lame, elle a brûlé le bois ici, donc il va falloir enlever cette brûlure, et cette brûlure, elle est dans quelques dixièmes de l'épaisseur du bois, ça veut dire qu'il va falloir la poncer, et donc faire une cuvette, ça c'est pas bien. Et puis alors surtout, là la lame, elle a mangé le bois, et on le voit très nettement ici, tu vois. Donc cette pièce de bois, elle est inutilisable. Ceci dit, elle est assez longue pour faire notre équerre, et on va, ça part à la poubelle, et puis on va utiliser cette partie-là. D'accord? Et un des principes aussi, quand on fait du travail de menuiserie ou d'ébénisterie, tu as vu que le temps de préparation est très important. Donc on prend le soin d'en faire toujours un peu plus, au moins une ou deux pièces en plus. C'est le droit à l'erreur. Si on fait une erreur sur une pièce en fin de parcours, au moins on en a une en plus qui a subi le même processus. Parce que s'il faut recommencer tout le travail depuis le début, c'est une galère. Tu vois, alors qu'une pièce en plus, c'est quelques secondes, une, 2 minutes de plus, c'est rien. Alors qu'il y a peut-être 3, 4, 5, 10 étapes successives d'action sur une pièce de bois avant qu'elle ne soit mise en œuvre dans le travail final. Bon, je peux me permettre? Bien sûr. Il y a deux choses à observer. D'abord, ça serait bien si tu mettais une presse ou une pince pour bloquer les deux pièces ensemble de façon à ce qu'elles ne bougent pas au moment du perçage. Et deuxièmement, c'est mettre une pièce martyre en dessous pour éviter de traverser et d'éclater le bois à la sortie de la mèche. Il n'y a pas des bavures dans la sortie. Maintenant, il n'y a plus qu'à arrondir. Bah écoute, c'est plutôt mieux que ce qu'il y avait avant, hein. Ouais, ouais, effectivement, il n'y a pas photo. Allez, on y va. Génial! C'est la pause!
génial. À peu près. Bon, alors Eric, notre deuxième journée de collaboration, comment ça s'est passé? Parfait, hein. Belle journée. C'est vrai, il est beau. On en profite. Et aussi bel endroit. Hein. Exactement. Voilà. Et alors ce matin, on a parlé à propos du poussoir, de la relation qu'il y avait entre la main, l'objet, le sujet sur lequel on travaille. Et moi, ce sont des choses qui m'interpellent vraiment, parce que j'ai le sentiment que l'art, c'est-à-dire l'art de l'artisan, le travail de l'artisan, qu'on pourrait appeler art modestement, ou le grand art, pourquoi pas, il est le résultat de l'outil qu'on va utiliser. C'est-à-dire que cet outil, il va agir sur l'objet, sur le morceau de bois, pour le transformer en un produit qui est le fruit de l'imagination. Si l'art est dans l'outil, le talent, il est dans la main. C'est-à-dire que l'outil a été conçu par l'homme en fonction de la main, et c'est la main qui va mettre en mouvement l'outil, et donc le talent, ça va être la dextérité de chacun, chacun a son talent bien entendu, pour mouvoir l'outil, pour transformer au travers de l'outil l'objet sur lequel on travaille. Et alors, il est où l'esprit dans ces situations-là? Ben, à mon sens, il est très très infime, l'esprit. C'est ce qu'on pourrait appeler, d'une façon plus ample, moins modeste, le génie. Le génie, c'est dans l'esprit, mais c'est infime, c'est quelques millisecondes dans la vie d'un projet. C'est l'étincelle qui va surgir à un moment quelconque, et qui va se transformer en un projet, et qui va être réalisé par le talent de la main, le potentiel artistique de l'outil, et se transformer. Et quand l'objet sur lequel on a travaillé est terminé, moi j'éprouve toujours une forme d'émotion, surtout quand on fait quelque chose qui a de l'esprit, enfin, qui est beau, en me disant waouh, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce résultat-là. Et là, je vais paraphraser une phrase de Léonard de Vinci, très modestement quand même, qu'on interrogeait pour savoir comment il avait réalisé une telle œuvre. C'était une sculpture du gisant de je ne sais quel pape, enfin bref.
Il a répondu, écoutez, monseigneur, c'est très simple. J'ai fait simplement que enlever ce qu'il y avait autour. Et cette idée-là, elle est intéressante parce que quand tu réalises l'objet qui est terminé et que tu sais de où tu es parti, c'est-à-dire d'un morceau de bois brut, puisque nous on est artisans ébénistes, eh bien tu vois tout ce que tu as enlevé pour arriver au résultat. Et quand tu arrives au résultat, à un moment donné, tu te dis j'arrête, c'est fini, c'est terminé, on ne touche plus. Et tu regardes, et là il y a une relation intime qui s'exerce entre l'objet qu'on a créé et soi, et là ça retourne à l'esprit et c'est une grande satisfaction. Bon, on arrête là. Ok. On se dit à demain. Oui. Allez, Ciao Michel. salut.